Bonjour à tous, bienvenue dans Point de vue. Toute sa place au débat dans un instant avec bien évidemment votre participation, vos commentaires, vos questions. On les attend. Voici les thèmes que nous avons retenus pour aujourd'hui. Celui de l'agriculture d'abord. Nous sommes en plein débat de la loi dite alimentation et nous nous interrogerons, doit-on en arriver à une exception agriculturelle française comme le préconisent certains? Exception pour mieux traiter les animaux, mieux cultiver la terre et finalement mieux se nourrir. Vous avez certainement votre avis là-dessus. Nous parlerons aussi des aides sociales. Y en a-t-il trop? Est-ce une piste d'économie pour les dépenses publiques? Les déclarations politiques se multiplient sur le sujet depuis quelques jours. Nous verrons cela. Et puis nous parlerons à nouveau de l'Italie. L'Italie, car le sujet est préoccupant pour les Italiens d'abord, mais aussi évidemment pour l'Europe. On se demandera justement si l'Europe sait très bien quel ton adopter vis-à-vis de Rome en ce moment. Enfin, l'affaire n'est peut-être pas énorme, mais elle est symptomatique d'un climat et c'est pour cela qu'elle a retenu notre attention. C'est celle de cette couverture de notre confrère Le Point sur le président turc intitulé Le Dictateur. Un gros titre qui n'a pas plu à des partisans du président Erdogan en France. Ils ont tout fait pour que les affiches du Point soient retirées des kiosques, au point qu'Emmanuel Macron a réagi par un tweet pour défendre la liberté de la presse. Bonjour Adélaïde Julfikar-Pasik, vous êtes directrice de BVA Opinion, vous allez nous éclairer sur tous ces sujets, sur l'état de l'opinion sur ces sujets. On est content de vous retrouver parmi nous, vous retrouvez sur un plateau de quasi-habitués du mardi avec Yael Gauz, vous dirigez le service politique de France Inter. Bonjour Yael. Bonjour Yvan, journaliste éditorialiste, auteur du bloc-notes du vendredi. Et bonjour Marc Landré, vous êtes rédacteur en chef du service économie France du Figaro. Alors on va tout de suite parler d'agriculture. Est-ce qu'il faut une exception agriculturelle française? Ce sont les mots et l'expression qu'a employé le député France Insoumise François Ruffin. Alors est-ce une bonne idée? Est-ce réaliste? L'agriculture française peut-elle se contenter de ce précaré, si j'ose dire? On écoute donc François Ruffin, c'était l'invité d'RTL ce matin. On a fait le CETA. On signe les accords avec le Mexique, importation de 20 000 tonnes de viande bovine. Et on se prépare à signer les accords sur le Mercosur avec à nouveau des dizaines de milliers de viandes bovines qui vont être importées. Il est évident qu'on ne peut pas faire monter en gamme l'agriculture française dans ce contexte-là. Les agriculteurs ont raison de dire « mais on ne va pas être compétitifs ». Et c'est vrai qu'ils ne seront pas compétitifs. Donc, il faut réguler la mondialisation du point de vue agricole. Il faut une exception agriculturelle comme on a eu une exception culturelle française. Alors d'abord, petite rectification. Comme vous l'avez tous vu, François Ruffin a été l'invité d'Europe 1. Yvan, c'est démagogique, c'est simpliste ou c'est frappé au coin du bon sens qu'il dit? Je ne suis pas un grand spécialiste, mais a priori, j'adhère, moi, à ce genre de discours. En effet, il faut maintenant préserver une agriculture comme il faut préserver une culture. Alors naturellement, il faut accepter le fait que l'on rentre dans des raisonnements de préférence nationale. C'était un mot qui était jusqu'alors interdit à prononcer, mais enfin, il a déjà été prononcé pour la culture, il peut l'être aujourd'hui pour l'agriculture, peut-être pour d'autres activités plus tard, car on se rend compte que, bien que je sois un libéral en effet, il y a quand même quelques secteurs à privilégier, et singulièrement ces secteurs, notamment alimentaires. Donc je n'ai pas bien compris quelle était exactement la proposition de Ruffin en l'occurrence, mais si c'est pour raccourcir les circuits, si c'est pour donner plus de qualité à la priorité finalement aux productions locales et la fin des échanges commerciaux mondiaux, il parle du Mercosur, du CETA. Mais on imagine qu'il y aura en fait peut-être deux secteurs un peu parallèles, un secteur plus concurrentiel qui affichera des prix les plus bas, mais pour ceux qui n'auront pas les moyens, et puis un secteur peut-être malgré tout plus cher, je ne sais pas, mais a priori, il me semble qu'économiquement, ça ne peut pas être viable sinon... Préférence nationale, Marc Landré, pour l'agriculture. On dit aussi que l'agriculture française, elle profite beaucoup de la PAC. La PAC, oui. C'est les premières aides communautaires qui sont distribuées sont des aides agricoles, et le pays qui en bénéficie le plus, c'est la France. Donc c'est compliqué d'avoir une politique de préférence nationale quand on est autant intégré dans un système communautaire auquel certes nous contribuons mais qui nous donne beaucoup et qui nous donne beaucoup plus en matière d'agriculture que ce qu'il donne aux autres pays. Maintenant, j'ai l'impression que sur cette polémique lancée par François Ruffin, dont il est le spécialiste, on prend la question par le petit bout de la lorgnette parce qu'on oublie que l'objet de cette loi qui est débattue depuis une semaine à l'Assemblée dans des manières totalement quasi confidentielles, mais en même temps... Après des États généraux quand même. Après des États généraux, justement, c'est qu'on oublie que la source première de cette loi, l'objet premier de cette loi, c'est une juste rémunération des agriculteurs. Et là, on va débattre de quoi? De sujets qui sont pas... qui sont secondaires, mais qui sont importants, mais quand même secondaires, à savoir
l'interdiction ou non du glyphosate en 2021 et que par quoi on les remplace et est-ce qu'on donne la parole aux industriels ou pas, sur la sécurité animale, qui est un sujet important mais qui n'est pas primordial par rapport à comment demain on fait monter en compétence notre agriculture pour pouvoir nourrir sur la planète 7 à 10 milliards de personnes. Ce n'est pas la France qui va nourrir l'ensemble de la planète, mais c'est comment l'agriculture française, complétée par les agricultures du reste du monde, remplit ce challenge que de nourrir de plus en plus de personnes sur la planète, tout en faisant en sorte que les agriculteurs aient une juste rémunération par rapport aux industriels qui sont accusés de les asservir. Le vrai enjeu, c'est de cette loi. Et le problème, c'est que c'est comme ça que ça a été vendu par Emmanuel Macron pendant sa campagne présidentielle. C'est comme ça que ça a été vendu au moment des États généraux. Et aujourd'hui, on n'en entend plus parler. Et il manque, à mon avis, une vision, un vrai sens général à ce qu'on veut faire de l'agriculture française pour remplir ces défis internationaux. Et aujourd'hui, le débat se focalise sur le glyphosate et sur la sécurité alimentaire. Le glyphosate, encore une fois, on va y venir. Mais plus sur le général, sur les propos de François Ruffin. Ça parle aux Français, ces thèmes-là, Adélaïde. Quand il dit l'agriculture française, il faut réguler la production agricole comme on a régulé la culture française. C'est très parlant, c'est très concret pour... Très concret, je ne sais pas. En revanche, je pense que ça parle aux Français parce que ce qu'on note dans les enquêtes d'opinion, c'est qu'il y a un vrai attachement des Français à leur agriculture, à leurs agriculteurs. Et donc, je pense qu'il y a une envie de protection assez spontanée et naturelle de la part de l'opinion publique. Mais il faut qu'effectivement, ça vienne à trouver un point d'équilibre et de convergence avec d'autres intérêts des Français qui sont des intérêts économiques pour la question du pouvoir d'achat. Donc, il faut réussir à articuler à la fois une protection des agriculteurs. Et on le voit d'ailleurs, on l'a vu, là on mentionnait le Mercosur et le CETA. Les Français, quand on a eu le débat sur le CETA il y a quelques mois, étaient assez largement opposés, réticents. Donc il y a quand même effectivement, je pense que la question de la préférence nationale, notamment sur la question de l'agriculture, qui est un sujet assez sensible pour eux, ça fait sens. Maintenant, dans le détail, de manière concrète, je ne suis pas sûre qu'ils comprennent tous les tenants aboutissants. Yael Gauze, ça tire un peu à huée à dia pour prendre une image... on va dire agricole. La politique d'Emmanuel Macron et ce que François Ruffin... Déjà une réaction à ce que dit François Ruffin, effectivement, et la réponé du gouvernement. Ce qu'il dit déjà, c'est assez transversal. C'est quelque chose qu'on peut retrouver aussi bien à la droite de la droite qu'à gauche, qu'à la Confédération paysanne ou à la coordination rurale. C'est l'idée qu'il y a une identité alimentaire de la France, comme il y a une identité culturelle, que cette identité culturelle, depuis 2010, il y a le repas gastronomique français qui est inscrit par l'UNESCO au patrimoine immatériel de l'humanité. Vous avez donc le repas gastronomique français qui est donc protégé comme étant on n'avait pas le contenu du repas gastronomique protégé. Mais c'est la même idée qui est poursuivie, mais il faudra aller plus loin, c'est-à-dire protéger aussi l'agriculture française, mais ça rejoint aussi ce que dit le pape François. C'est ça qui est très, très étonnant dans cette notion d'exception agriculturelle. Le pape François, il lançait un appel récemment, il disait « il faut que chaque pays augmente sa production et arrive à son autosuffisance alimentaire ». Mais c'est aussi en préservant justement une exception agricole que, dans l'esprit du pape François ou de François Ruffin, on y arrive. Un droit à la souveraineté alimentaire, un droit des peuples à se nourrir eux-mêmes. L'exemple ça ne concerne pas la France. L'exemple plus aberrant récemment, dans le système européen, dans la PAC aujourd'hui, souvenez-vous des œufs pollués au fipronil. Vous aviez des poulaillers français, des élevages quasi vides, mais par contre on importait en masse donc des œufs en provenance des Pays-Bas. C'est peut-être à ce genre d'aberration qu'il faut aussi mettre un terme. On va parler donc du glyphosate. D'abord, quelques réactions. Johan qui nous dit que c'est une très bonne idée, donc j'imagine celle de François Ruffin, cette exception agriculturelle. Et Géo qui lui s'interroge, l'exception à être l'agriculture la plus polluante d'Europe. Vrai, faux, la plus polluante d'Europe, Marc ? Je ne sais rien. Bon, on regardera ça et on donnera la réponse. Selon vous, la question que nous avions posée sur Twitter, selon vous, faut-il une exception agriculturelle française ? Eh bien, vous êtes 63%, donc 2 sur 3 à répondre que oui. Mais c'est compliqué parce que, je veux dire, l'agriculture française est une agriculture exportatrice, c'est-à-dire que si on se met des barrières pour protéger nos spécificités, il faut aussi penser que ces spécificités, elles doivent s'exporter et que si on freine des importations, peut-être que les pays dont on va restreindre l'accès au territoire national, et on vit dans une communauté européenne, donc ce ne sont pas des règles qui sont des règles nationales, mais des règles communautaires, peut-être que ces 10 pays vont nous faire exactement la même chose, et donc aujourd'hui l'exportation
l'agriculture qui est exportatrice et qui ramène des sous à la France, des caisses des euros dans les caisses de l'État, peut-être que demain, ça sera l'inverse. Donc il faut aussi manier les concepts avec... Il faut réfléchir entre identité culturelle et identité alimentaire. Des deux filières, il y aura peut-être sans doute, a priori, deux filières parallèles, parce qu'on n'imagine pas en effet qu'il y en ait une qui s'efface par rapport à l'autre. Vous dites réfléchir à l'identité. C'est joli sur le papier, c'est vrai, mais c'est les limites de l'analogie entre identité agricole et identité culturelle. Parce qu'aujourd'hui, l'exception culturelle française n'empêche pas au cinéma français de bien s'exporter à l'étranger, de développer des marchés, de construire des studios à l'étranger. Là, si on prend le modèle agricole, il faut continuer à exporter aussi. Il ne faut pas se protéger et ne plus exporter. C'est tout un schéma économique qu'il faut revoir. Donc. Et le double modèle existe déjà. Prenons par exemple le succès de C'est qui le patron ? Ces briques de lait qui sont vendues au prix réel, ou du moins à un prix qui est supérieur au prix de marché, pour permettre aux agriculteurs qui font partie de cette coopérative, qui a tendance à s'étendre, de bien vivre de leur agriculture ou de leurs ressources. Ça marche. Prenons aussi toutes les expériences du type la ruche qui dit oui ou qui dit non, je ne sais plus, ou qui rit. Et donc c'est des circuits courts. Sur les circuits courts, on relocalise. Qui ne sont pas des circuits de masse. Oui. Par définition, qui dit circuits courts, des circuits rapprochés, mais qui ne peuvent pas s'étendre à une échelle, à un périmètre qui est trop important. Alors c'est devenu effectivement un des symboles, une illustration de ce débat, c'est la question du glyphosate. On le sait, l'Union européenne ne veut pas d'une interdiction de cet herbicide avant 5 ans. Emmanuel Macron, lui, avait promis qu'il serait interdit d'ici 3 ans. Mais voilà, cette interdiction ne figure pas dans le projet de loi qui est en cours de débat à l'Assemblée. Alors, sur ce point précis, Yael, reculade. Oui, plutôt reculade, parce que quel était le problème finalement ? Emmanuel Macron... Il cède aux paysans, c'est plus le président des villes, là, Emmanuel Macron. C'est-à-dire qu'il a aujourd'hui, on a surtout un Nicolas Hulot dans cette histoire qui, de nouveau, avale son chapeau. C'est extrêmement compliqué pour lui, à nouveau. Il nous avait dit qu'il passerait peut-être pas l'été, au gouvernement en tout cas. Là, ça risque de se confirmer, puisque là, on a un camouflé qu'on a entendu verbaliser dans la bouche de Mathieu Orphelin, qui est son plus proche. Son poulain à l'Assemblée. Son poulain à l'Assemblée, oui, disons. Métaphore agricole. Pour continuer de filer la métaphore animale. Qui a dit, voilà, c'est un rendez-vous manqué, une déception majeure. Donc c'est ce que pense aussi Nicolas Hulot. C'est ce que pense aujourd'hui Nicolas Hulot. On l'a vu s'afficher. Je rappelle juste qu'Emmanuel Macron, en novembre dernier, j'ai demandé au gouvernement de prendre les dispositions nécessaires pour que l'utilisation du glyphosate soit interdite en France, au plus tard dans 3 ans. Il ne se contredit pas là. Il ne se contredit pas parce qu'on considère que la transposition de la directive suffit, ou on la surtranspose en rajoutant une loi. Le débat, il était là-dessus. La directive, elle existe. Mais dans l'idée d'Emmanuel Macron, et d'autres ministres d'ailleurs de Stéphane Travert, c'est qu'en attendant que la recherche ait porté ses fruits, n'allons pas trouver une alternative qui serait peut-être plus polluante et plus dangereuse encore que le glyphosate lui-même. C'est ça l'idée. Déjà, il faut trouver une alternative. L'alternative, elle n'existe pas forcément. Et qui n'existe pas. À supposer qu'elle soit plus ou moins polluante, au moins faut-il qu'elle existe. Et aujourd'hui, elle n'existe pas. L'alternative, c'est le retour au labour. Hein. C'est ça, c'est pas avec la même productivité. C'est l'assolement triennal, le retour au labour, c'est ça le problème. Et au bœuf, oui, et en tout cas au tracteur. Quelques réactions encore, parce que le glyphosate, ça parle maintenant à tout le monde. Roundup, Monsanto, tout ça, ce sont des termes qu'on a appris à connaître. Alain, l'abandon de l'interdiction du glyphosate est une honte. Et Marie-Christine qui revient sur la question des importations et des barrières qu'on peut y mettre et des exportations françaises. Le beurre français part en Asie ? Non. Là aussi, Marc, je ne sais pas si vous avez une réponse précise, mais c'est pour souligner, j'imagine, que les échanges, c'est compliqué. Et que le poulet en Asie, on vend plus de poulet en Asie que ce qu'on en vend en France. Une remarque générale, Adélaïde, sur l'attachement des Français. Alors, on sait effectivement que les Français sont plutôt favorables à l'interdiction du glyphosate, même très largement favorables. Je suis d'accord avec elle, le gouvernement ne se contredit pas forcément parce qu'il y a la question et du timing et de la manière. C'est pas parce que c'est pas inscrit dans cette loi que ça ne sera pas fait ultérieurement. En revanche, c'est vrai que symboliquement, c'est un peu surprenant. Il y a ça qui symbolise, qui devient un acte assez symbolique de la loi. Il y a aussi le fait que finalement, sur l'interdiction des publicités, sur les produits gras, sucrés, salés pour les enfants, il y a aussi un recul. Et ça donne un peu la pression, moi je trouve. En tout cas, ça peut donner aux yeux de l'opinion le sentiment que tout ça vient nourrir le positionnement un peu perçu d'un gouvernement et d'une politique du président de la République qui s'adresse à une partie des Français, notamment, pour simplifier un petit peu, là, ce serait les intérêts de l'industrie notamment agrochimique,
au détriment de l'intérêt de la santé publique, des consommateurs et des citoyens. Donc c'est vrai qu'en tout cas, sur le plan de la symbolique, ce sont des décisions, parce qu'elles sont portées à l'attention du public plus fortement. En gros, le CD, on va l'écouter d'ailleurs. C'est Yannick Jadot, député Europe Écologie Les Verts européen, qui lui était l'invité de France Inter ce matin et qui parle du lobby agroalimentaire. C'est le lobby de la souffrance animale, c'est le lobby de l'industrie concentrationnaire qui a gagné, qui a dicté la loi et qui a gagné contre la société, contre la santé, contre l'environnement et contre tous les paysans. Tous les paysans qui aujourd'hui font un travail magnifique et qui essayent justement de se passer du glyphosate, qui essayent de réduire les pesticides, qui essayent d'être en accord avec la société. Alors, sur son vocabulaire, vous avez entendu le mot concentrationnaire. Il a aussi traité, Stéphane Travert, de négationniste écologique. Le champ lexical de Yannick Jadot est extrêmement fleuri en ce moment. Il est coutumier du fait ou c'est... Non, il choisit ses mots. À dessein. Aujourd'hui, vous avez une scission qui est en train de se faire à Europe Écologie Les Verts, ce qu'il en reste, puisque l'écologie politique, maintenant, elle est partout, entre ceux qui voudraient aller seuls aux élections européennes, c'est le cas de Yannick Jadot, et puis ceux qui veulent construire avec Benoît Hamon. Donc il est dans cette logique pure écologie, à fond, puriste, ultra, et ça se traduit dans les mots qu'on a entendus là. Ça vous choque, ces mots ? Non, moi, je ne vais pas être choqué ou pas choqué, je constate politiquement ce qui se passe, j'observe. On peut utiliser les mots, c'est vrai, comme le souligne Yael, concentrationnaire, vous avez dit... Négationnisme écologique, de Stéphane Travert. On peut tout dire sur Oui, on peut Yvan. tout dire, mais je pense qu'un écologiste n'est jamais aussi bon que quand il s'occupe d'écologie. Donc après, à partir de ce moment-là, son sujet lui est acquis. Moi, ça ne me choque pas de l'entendre dire cela, d'autant que je ne suis pas loin de partager un peu cette vue. Je suis également choqué, peut-être les citoyens eux aussi, sur ces camps de concentration, pour reprendre ces élevages intensifs épouvantables de poulets, de vaches, etc. Enfin bon, peu importe. Et tout ceci me fait des hauts le cœur, et donc je ne veux pas être le seul. Et il est normal que, en tout cas, un parti écologique, mais les autres partis également, doivent se saisir aujourd'hui même et urgemment de cette question-là, parce que c'est une question qui fait honte à tout le monde. Marc, dernier point sur le côté président, effectivement, on l'a beaucoup dit, des villes et tout ça. Là-dessus, il a des points à gagner, Emmanuel Macron, même si, effectivement, comme le soulignait Adélaïde, il peut donner le sentiment qu'il est plus sensible aux intérêts de la FNSEA et de ses électeurs qu'aux petits producteurs. Je pense que Emmanuel Macron se veut surtout un président pragmatique. On fait quelque chose sur la chasse, par exemple, demain dans le Figaro, pour dire on fait un événement pour dire qu'il prépare tout un projet qui devrait séduire l'électorat chasseur. Là, je ne suis pas certain que je ne sais pas qui il veut séduire. Est-ce qu'il veut séduire les bobos? Est-ce qu'il veut séduire les agriculteurs? En tout cas, il fait preuve de pragmatisme. Aujourd'hui, sur le glyphosate, on n'a pas de solution de rechange. Plutôt que de sceller dans la loi une interdiction qui mettrait les agriculteurs dans l'embarras parce qu'elle n'aurait pas été concertée en amont avec les industriels, c'est plus du pragmatisme que de l'idéologie. Après, est-ce qu'il faut aller plus loin? Est-ce qu'il faut interdire les élevages de batteries? Oui, mais d'un autre côté, il faudra que le consommateur accepte qu'il va payer son poulet peut-être plus cher au kilo. Et c'est le même problème que quand on veut acheter des t-shirts pas chers qui viennent de Chine, mais dans ce cas-là, on accepte qu'ils soient fabriqués par des enfants. Et c'est le même problème que pour les 20%, moins 20% de bio dans les cantines scolaires à horizon 2000, je ne sais plus, 2020, je ne sais plus quel est l'horizon prévu. Mais là, pareil, c'est les collectivités locales qui vont devoir mettre la main au portefeuille pour le surcoût dans les écoles, effectivement. Et par rapport à votre dossier demain, ça sera sans doute très intéressant parce qu'effectivement, le lien entre le monde de la chasse et Emmanuel Macron, ça fait partie de ce relais dont il a besoin dans l'opinion rurale. Comment s'appelait l'ancien conseiller de Nicolas Sarkozy? Thierry Coste, c'est ça, je crois, si je ne dis pas d'ânerie. Très proche. C'est un relais essentiel. Il se voit très fréquemment avec Emmanuel Macron pour envoyer ses signaux. Vous avez Philippe de Villiers aussi comme relais. Il cultive tout ça. Chaque président a besoin d'avoir son relais chasseur. Effectivement. Ouais. Jean-Jacques, une dernière remarque d'un de nos internautes. La France ne sait pas vendre ses produits qui sont de qualité. On terminera sur cette note positive. On va parler à la politique sociale. On va passer à la politique sociale. Il y a trop d'aides sociales en France. C'est le ministre des Comptes publics, Gérald Darmanin, qui l'a dit. Comment améliorer et rationaliser ce système? Le gouvernement est censé y travailler, quitte à nourrir les inquiétudes sur une éventuelle baisse de ces aides, comme l'a déjà fait le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, il y a quelques jours. Ce qui est sûr, c'est que le gouvernement cherche à réduire la dépense publique. Il lui faut trouver 100 milliards d'économies en 4 ans. Alors, on va d'abord regarder un
extrait de Gérald Darmanin qui était ce matin sur RTL. Il parle de ces aides sociales et il avoue se perdre un peu dans le maquis. Il y a combien d'aides sociales ou d'allocations aujourd'hui en France ? Il y en a beaucoup, alors je sais le nombre exact, je ne sais pas. Le ministre du Budget ne sait pas combien. Non, parce que je pense que ça dépend beaucoup aussi de si vous mettez les aides des collectivités locales. Ce qui est certain, c'est qu'il y en a trop, qu'elles font parfois des trappes à inactivité, qu'elles sont parfois contradictoires. Parfois, les gens qui devraient avoir ces aides sociales, je le sais en tant qu'ancien maire de Tourcoing, ne les demandent pas parce que c'est complexe. Et ces aides sociales, elles ont souvent été construites de manière plus d'un processus administratif que pour vraiment aider les gens. Marc Landret, il prépare le terrain à un coup de rabot, le gouvernement ? Oui. Ça ressemble depuis mais c'est pas quelques temps. préparé. Ah. Il prépare le terrain sans préparation. Je pense pas que concerté, c'est pas... Non, c'est pas concerté. De toute façon, là, il ne faut pas avoir fait Polytechnique pour comprendre l'équation mathématique. Le gouvernement, Emmanuel Macron, dans sa campagne présidentielle, a promis de baisser le taux de dépense publique de 3 points. Dans le dernier programme de stabilité envoyé à Bruxelles, on est passé de 3 à 4 points. 4 points, ça fait 100 milliards, comme vous l'avez dit. Donc il faut faire en sorte qu'en 2022, on dépense par an 100 milliards de moins par an qu'en 2018. Aujourd'hui, c'est 1200... C'est 1254 milliards d'euros de dépenses publiques par an. Donc si on veut réduire de 100 milliards, il faut qu'on passe grosso modo à 1150 milliards. Pour passer à 1150 milliards, il faut taper dans l'une des trois sphères de dépenses. L'État, les dépenses sociales et les dépenses des collectivités locales. Les dépenses sociales, celles dont on parle là aujourd'hui, c'est 45% de l'ensemble de ces dépenses. C'est exactement 575 milliards. Donc si on veut réduire de 100 milliards les dépenses publiques, on est obligé de taper dans les dépenses sociales. C'est comme quand on dit on veut réduire le nombre de fonctionnaires, on est obligé de taper dans l'éducation nationale parce que c'est sur 2,5 millions de fonctionnaires d'État, il y en a 1,4 million en plus des corps enseignants qui sont dans l'éducation nationale. Donc oui, c'est mathématique, il va falloir toucher aux aides sociales si on veut réduire massivement les dépenses publiques. D'accord avec Marc sur le côté, c'est pas préparé, c'est... Vous avez vu comment il s'est gratté l'œil gauche, Gérald Darmanin, on sent qu'il y a un petit problème sur l'hémisphère gauche. Non, moi ce qui me frappe dans la semaine qui vient de s'écouler, depuis 8 jours, c'est ce discours... la Macronie ne veut pas assumer la question budgétaire au sens chiffre pur. Nous, on va le voir à la fin de calculatrice, c'est simple, on verra que ça fait un moins, que c'est un négatif. Mais à chaque fois, quand vous parlez à des ministres d'Emmanuel Macron, ils vous disent « Arrêtez de raisonner, c'est plus État-providence ou État minimum, c'est plus d'allocations ou moins d'allocations, c'est une réforme systémique. Regardez la cohérence globale. » Les additions, les soustractions, c'est l'ancien monde. Le cœur du macronisme, on nous dit, c'est l'émancipation de l'individu qui est assigné à résidence, à qui on va donner des droits non plus en fonction de son statut, mais en fonction de ce qu'il est comme individu. On va l'aider à activer les aides sociales. Activation des aides sociales, c'est l'expression qui revient. Pour qu'elle soit utile, que quelqu'un qui est assigné à résidence dans sa banlieue soit formé et puisse s'en sortir et ne pas juste être subventionné par l'État. C'est comme ça qu'il fallait comprendre la tribune de Benjamin Griveaux, le porte-parole du gouvernement, qui était très très décrié. Je défends les droits de l'homme pauvre. L'idée, c'est qu'Emmanuel Macron, dans sa politique, donnera les outils pour que cet homme pauvre puisse s'émanciper, ne soit pas sans cesse sous perfusion. Mais il y a un côté un peu, enrobage philosophico-politique de ce qu'est le macronisme. En réalité, à la fin, il y a bien quelque chose de sonnant et trébuchant que nous allons mesurer. Yvan Rioufol, cette émancipation de l'individu à la sauce macronienne, je sens que ça va vous faire réagir. Ça ne me parle pas, mais c'est tout. En même temps, cela révèle effectivement, parce que quand on se cache dans des grands mots, c'est qu'on a peu de choses à dire en réalité. Et là, on est confronté, là aussi, à un grand vide, en tout cas à une contradiction. Mais le libéral que vous êtes ou que vous avez décrit tout à l'heure... Oui, mais le libéral que je suis, je ne se retrouve pas dans le libéral que prétend être la Macronie. Dans la Macronie, les dépenses publiques ont augmenté de 2,5%. Je parle sous votre contrôle. Très récemment. Et donc, si cette Macronie-là dépense plus qu'elle ne gagne, ce que font déjà tous les gouvernements depuis maintenant 40 ans, on va vers une faillite assurée. Ces économies, il faut les faire. Et donc, ces économies, il faut les faire naturellement, mais le gouvernement récite qu'il faut faire des économies, il est bien d'accord. Mais il ne les fait pas. Il ne les fait pas sur les fonctionnaires. Il y a eu, 1600 fonctionnaires qui ont été supprimés, ce qui est absolument dérisoire.
c'est-à-dire 0,0006%. Et puis sur les dépenses sociales, rien ne sera fait parce que naturellement, le gouvernement est tétanisé par cette accusation qu'on lui porte à raison d'être un gouvernement des riches. Et donc, si vous allez maintenant pour cogner sur les pauvres, ça ajoutera aux fractures que la Macronie a déjà avalisées, des fractures générationnelles, territoriales, sociales, raciales, même avec maintenant ces mâles blancs et ces mâles de couleur. Donc, je le vois pour l'instant prisonnier d'une idéologie et je ne vois pas chez lui le libéral qu'il prétend être. En tout cas, d'autant plus embarrassé qu'à chaque fois, le péché originel, s'il y en a eu un, sera rappelé à Emmanuel Macron, flat tax, ISF et exit tax supprimé, enfin ça c'est pour le symbole. Mais à chaque fois, il y aura dans cette balance, à chaque fois reviendra comme un boomerang, certainement, politiquement, je parle, pour Emmanuel Macron. C'est pour ça qu'ils avancent à pas de loup. Et toujours en disant, mais vous voyez, on a baissé les APL, mais c'était pour créer un choc d'offres sur le logement. On baisse ceci, mais c'est pour mieux redistribuer cela. On change de paradigme. Ils disent qu'ils augmentent les minima sociaux. Ils rappellent le minimum vieillesse, l'allocation la collectivité dont on va parler après. Benjamin Griveaux, qu'on va peut-être écouter un instant, et tout de suite après Adélaïde. Benjamin Griveaux, effectivement, ne manque pas de rappeler que le minimum vieillesse a augmenté, ainsi que l'allocation adulte handicapé. On l'écoute. Une bonne politique sociale, c'est d'abord l'emploi, le travail, la formation, l'éducation. Ça n'est pas forcément distribuer des allocations, des subventions. Les aides sociales ne vont pas baisser, Bruno Le Maire le sait parfaitement. Dans la loi de finances qui a été votée, elles ont augmenté. Regardez, le minimum vieillesse a augmenté le 1er avril dernier. C'était une bêtise. C'est une bêtise de le dire. Mais il a augmenté le minimum vieillesse. Et pourquoi il a dit ça ? Et donc, l'allocation adulte handicapé, elle va augmenter. Donc, les aides sociales individuelles dans notre pays ne baisseront pas. Là encore, Adélaïde, opinion prête ou elle va là commencer à trouver que la balance est très déséquilibrée ? Alors, elle a un rapport un peu paradoxal sur ces sujets. La question que vous posiez, c'était est-ce que le gouvernement a une bonne politique sociale ? On pourrait se poser la question de savoir si... la bonne, oui. Ou mène-t-il une politique sociale ? Parce que dans l'esprit des Français, ce qu'on a vu effectivement depuis le début du quinquennat, c'est le sentiment que c'est une politique plutôt de droite. Alors, la gauche n'a pas l'apanage du social, mais en tout cas une politique assez plus perçue comme sociale. Et quand on demande, on l'a vu notamment à l'occasion des 1 an du quinquennat, le bilan, et quand on demande aux Français quelles sont les mesures qu'ils ont marquées, on voit bien qu'il n'y a aucune mesure sociale qui émerge. Ils nous ont parlé effectivement comme mesure marquante de... C'est pas le minimum vieillesse qui émerge ou qui... C'est l'ISF. En revanche, c'est des mesures potentiellement antisociales. C'est la suppression, la baisse des APL, la suppression des emplois aidés. Mais néanmoins, ce que je trouve moins intéressant, une fois qu'on a dit ça, c'est que pour autant, les Français nous disent aussi... Enfin, ils nous sont très largement majoritaires. Je crois que c'est 70% à nous dire la politique globalement menée, elle ne va pas dans le sens de plus de justice sociale. Elle n'est pas juste. Mais néanmoins, elle est indispensable. Donc il y a une sorte d'adhésion, pour reprendre ce que disait Marc tout à l'heure, pragmatique, une adhésion qui n'est pas idéologique, mais le sentiment quand même que même si on est très attaché au système social français, il faut le faire évoluer. Et il y a un rapport très paradoxal. Les Français nous disent en même temps, les autres Français qui ont le même niveau de vie que moi, ils touchent plus que moi. En même temps, les aides sociales, elles favorisent l'assistanat, donc ils sont un peu à la croisée des chemins et assez mûrs pour une évolution en partie du système. Je ne dis pas qu'il n'y aura pas de résistance. Pour les autres réformes engagées. Voilà. Et des outils nouveaux sur lesquels il va falloir qu'ils communiquent beaucoup, parce que je pense à la formation professionnelle. J'ai oublié le nom du compte, comment il s'appelle le compte ? Compte personnel de formation, qui n'est plus en heures, est intégré dans un CPA, un compte personnel d'activité. On verra en euros ce que ça représente pour chaque personne. Mais il faudra s'accaparer, s'approprier l'outil nouveau pour comprendre qu'on a là un droit social nouveau aussi. Et communiquer dessus. Pour l'instant, ça, je pense que c'est sous les radars. Il y a un vrai problème sur les aides sociales, parce que ce matin, Gérald Darmanin a été interrogé, a beaucoup parlé de la prime d'activité, qui est quand même un ovni dans le paysage des aides sociales françaises, puisque ça a été une fusion. On a fusionné pour créer cette prime d'activité en 2016, la prime pour l'emploi et le RSA activité, qui eux-mêmes avaient été des créations du début d'après les années 2000. Mais il se trouve que c'est totalement schizophrénique de la part de cette majorité que de dire qu'on va réduire les aides sociales, de prendre comme exemple la prime d'activité, alors que justement cette prime d'activité, Emmanuel Macron a promis de l'augmenter de 50% au cours de son quinquennat, et qu'elle a été créée parce que sur les aides sociales, il y avait un taux de non-recours qui était important. C'est quoi un taux de non-recours ? C'est-à-dire que des gens qui, d'après les critères, peuvent bénéficier d'une prime, d'une allocation sociale, mais parce que c'est compliqué, parce qu'ils ont honte, ils ne le demandent pas. Donc on a en moyenne un taux de non-recours sur les allocations sociales, enfin sur ces primes sociales, qui sont
aux alentours de 50%. Et la prime d'activité, elle a justement été créée pour baisser ce taux de non-recours. Et donc, effectivement, on a un taux de non-recours sur la prime d'activité qui est de 30%. Donc, pourquoi c'est schizophrénique? Parce que d'un côté, on a un candidat à la présidentielle qui dit « je vais augmenter de 50% une prime existante ». Donc, il y a une espèce d'appel d'air pour que les gens en bénéficient, et on estime qu'elle est utile. Deuxièmement, cette prime a été créée pour limiter le fait que les gens n'aient pas recours aux aides sociales. Donc, on ne peut pas, un an après, s'étonner du fait que ça coûte plus cher que prévu, alors qu'on a mis les conditions en main des gens pour que son bénéfice augmente. Discours schizophrénique. Exactement, Myriam. Selon vous, le gouvernement a-t-il la bonne politique sociale? Question que nous vous avons également posée sur Twitter. Eh bien, vous êtes 70% à dire que non. Et puis, je vais juste un dernier point sur cette prime d'activité qui va compléter la réponse à la question. On veut baisser de 100 milliards en 4 ans les dépenses publiques. Ouais. La prime d'activité, qui fait l'objet d'une stigmatisation depuis quelques jours, et notamment aujourd'hui avec Gérald Darmanin, c'est 5 milliards d'euros. Pas 6, comme l'a dit le ministre du Budget, 5 milliards d'euros. Je veux dire, est-ce qu'on est dans des ordres de grandeur? Ça veut dire que si on doit enlever 100 milliards, on ne va pas enlever la prime d'activité du jour au lendemain. Si on coupe un peu, si on fait un coup de rabot, on va lui enlever quoi? 10%, 20%, c'est-à-dire qu'on va passer de 5 à 4 milliards. Franchement, ce n'est pas la mer à boire. Alain nous dit qu'il vaut mieux économiser sur la fonction publique territoriale que sur les aides sociales. Et GIS et le revenu universel de Benoît Hamon ne ferait-il pas baisser les aides sociales? Question. Oui, mais ça augmenterait le coût pour l'État. Donc l'un dans l'autre, ça serait un système de vase communicant qui ne changerait rien à l'équilibre global. Opération nulle à la... Un jeu à somme nulle, comme on dit en mathématiques, ma chère Marie-Amélie. Merci de me le rappeler. Marc, l'Italie maintenant, alors je ne sais pas si ça va être un jeu à somme nulle, sans doute pas. L'Italie, elle s'enfonce sous nos yeux dans une crise politique. Dernier épisode du feuilleton, la nouvelle tentative de former un gouvernement par un ancien responsable du FMI. Une personnalité a priori peu compatible avec l'alliance de la Ligue et du mouvement 5 étoiles. Pendant ce temps, les grands dirigeants européens s'inquiètent mais ne veulent pas donner l'impression de se mêler trop des affaires italiennes, de peur de nourrir sur place le rejet de l'Union européenne. Écoutons ce qu'en dit la chancelière allemande, elle est très prudente. Écoutons-la. Wir wollen mit jeder Regierung zusammenarbeiten, aber wir haben natürlich auch Prinzipien innerhalb des Euroraums. Und natürlich wird es vielleicht schwierige Fragen geben. Schauen Sie, als in Griechenland Wahl war und Alexis Tsipras zum Ministerpräsidenten gewählt wurde, da standen auch viele Fragen auf dem Tisch. Zum Schluss haben wir uns zusammengerauft. Das waren viele, viele Nächte, miteinander geredet haben. Aber ich glaube, wir haben auch miteinander etwas erreicht. Und dieser Aufgabe muss ich mich stellen, weil natürlich Italien ein wichtiges Mitglied der Europäischen Union ist. L'Union européenne est impuissante dans cette affaire italienne. L'Union européenne démontre son visage, en tout cas, son visage qui est un visage qui ne supporte plus que les peuples s'expriment quand les peuples s'expriment différemment de ce qu'elle voudrait entendre. C'est ça qui est terrible et c'est vraiment une vraie crise démocratique. Alors, j'ai vu que Marine Le Pen parlait de coup d'État légal. Je serais prêt à reprendre également cette expression de coup d'État légal. C'est en tout cas une déclaration de guerre à ce que l'on appelle le populisme. C'est ce populisme qui, sans vouloir porter de jugement de valeur sur ce populisme-là, c'est lui qui a gagné les législatives de mars dernier. Et donc, ce populisme voulait précisément un candidat anti-système et on lui met comme Premier ministre un candidat du système qui a travaillé pour le FMI, etc. À cela, les constitutionnalistes répondent oui, mais c'est parfaitement de la Constitution italienne. Le président Mattarella a utilisé le président Mattarella a été nommé par l'ancienne majorité du Parti démocrate, mais ce Parti démocrate a perdu précisément ces élections. Donc, ce président. Mais c'est quand même le jeu sur la Constitution, naturellement, sur la Constitution, il a le droit de le faire, mais il n'a aucune légitimité. Et puis surtout, il y a là quand même une contradiction flagrante avec ce qu'a décidé un peuple. Et c'est surtout ceci qui moi, me paraît être une faute extravagante, une faute grave, car je ne vois pas très bien. Je ne vois pas du tout comment ce peuple-là va oublier ce camouflet, ce mépris qu'on lui a apporté, et qui est un mépris qui a été porté par l'Union européenne, par les marchés européens, par les agences de notation. On a compris votre propos, la réponse de Yael. Mattarella, il avait dans le gouvernement qui était constitué par Giuseppe Conte un anti-euro, un europhobe notoire, économiste, en la personne de Paolo Savona, qui était à l'économie. Et ça posait problème. Et Mattarella, il a essayé de discuter avec Salvini, donc de la Lega, avec l'extrême droite italienne. Il a essayé de discuter avec lui pour changer ce ministre de l'économie. Et il n'a pas obtenu gain de cause. Parce qu'il y a sans doute un double jeu en ce moment de Salvini, qui était de pousser à la crise
de pousser à cette crise, de ne pas faire l'ouverture nécessaire pour mettre un autre ministre de l'économie plus consensuel ou en tout cas acceptable pour Mattarella. Il a bloqué. Maintenant, on se retrouve donc dans une espèce de no man's land politique. On saute dans l'inconnu pour de nouvelles élections. Et Mattarella, on dit c'est l'ambassadeur de l'Union européenne, de Bruxelles, des technocrates. Non, je pense qu'il pense aussi tout simplement aux économies, aux petites économies, aux épargnes des Italiens qui, si la fuite en avant s'était poursuivie avec ce gouvernement-là, peut-être qu'avec ce qui se passe sur les marchés, il y aurait eu des pertes colossales pour le peuple italien. Il prend le risque avec les nouvelles élections qui vont avoir lieu en septembre. Mais vous trouvez que cette alliance, elle tient, vous trouvez que c'est cohérent, le 5e Je ne porte pas de jugement. Pour l'instant, cette alliance avait fait une coalition, donc elle tenait. Et en tout cas, le risque qui est pris aujourd'hui par cette décision, c'est de voir précisément ce mouvement s'amplifier. D'ailleurs, c'est bien ce à quoi pour rejoindre joue votre la Ligue. raisonnement, c'est le règle du jeu démocratique. S'il y a de nouvelles élections et que la Ligue monte et encore... Salvini a pris ses distances avec... Ça sera le résultat des urnes. Ça sera le résultat des urnes. Mais donc, je pense que c'est un risque électoral qui a été pris de la part du président de la République. C'est un risque qui me paraît très mal calculé. Et qu'en l'occurrence, il y a eu effectivement une peur de la réaction des marchés. Je suis d'accord avec vous. Mais cette peur de la réaction des marchés ne doit pas suppléer la peur de la réaction du peuple. Et on est quand même en démocratie. Et là, c'est vraiment la démocratie qui est bafouée dans ses règles élémentaires. Pourquoi Salvini bloque juste sur un poste de ministre? Pourquoi? Écoutez, pour créer la crise et tenter une nouvelle élection et la gagner cette fois-ci avec Berlusconi. Cette crise arrange la Ligue, parce que la Ligue aujourd'hui est portée par ce mouvement. Il a fait 5 points de plus, je crois, dans les sondages. Oui, elle ne cesse de prendre des points. Donc cette crise l'arrange, mais enfin, le président de la République n'était pas obligé de tomber dans ce piège. Surtout, il n'était pas obligé de nommer un nouveau Premier ministre qui soit, lui, contraire à la ligne qui a été défendue par les... Oui, 25 ans FMI, là, tu joues voilà. 25 ans Le problème est là, parce que le gouvernement ouais. qu'il va nommer, qui va être constitué et nommé, n'a aucune chance de passer au Parlement, ce qui entraînera automatiquement des élections anticipées. Alors effectivement, sauf préserver l'euro. Et ça, ce que Mattarella disait, c'est qu'il y avait dans le programme, dans cette alliance baroque, il y avait un non-dit, non assumé dans la campagne, qui était la sortie de l'euro. Alors, que ce soit la prérogative du président italien lui protège l'euro. Que de sauvegarder la monnaie, c'est clair. Mais d'un autre côté, c'est aussi, enfin, je peux me tromper, mais même s'il est dans la Constitution, il respecte la Constitution italienne, c'est aussi de respecter la voix du peuple italien. Le peuple italien, a tort ou a raison, et en plus on est bien mal placé en France ou en Allemagne pour juger. Je rappelle qu'en France, il y a eu un référendum sur la Constitution européenne en 2005 qui a été perdu par l'exécutif et qui finalement qui a été validé par le Parlement 2 ans après. Donc là aussi, on a fait un bras d'honneur au choix du peuple. Et qu'est-ce qu'on a 10 ans après? On a Marine Le Pen au 2e tour de l'élection présidentielle. Donc si on ne veut pas que ça s'amplifie en Italie, peut-être qu'il faut aussi réfléchir différemment. Mais là-dessus, l'économie européenne est directement impliquée. L'effondrement, il peut aller très vite. Si effectivement, l'effondrement et surtout la contagion. La contagion, parce que là, on n'est pas comme avec la Grèce en 2010 avec Alexis Tsipras. L'économie grecque était quasiment la dernière de la zone euro, donc c'est pas le problème. Là, on est la 3e économie. C'est la 3e économie européenne. Et on voit que le battement d'aile des papillons sur les marchés boursiers n'est pas du tout le même. On voit déjà que ça commence à se propager en Espagne. Ouais. Et donc, les conséquences économiques, et c'est pour ça qu'Angela Merkel monte autant au front de manière anticipée et qu'on ne peut pas faire le parallèle avec la Grèce, que la question est importante. La Grèce ne voulait pas sortir de la zone euro. La Grèce ne voulait pas faire un bras d'honneur à l'euro. Il voulait simplement renégocier les traités et renégocier les politiques d'austérité qu'on lui demandait de mettre en œuvre pour revenir dans les clous européens. Ce n'est pas la même chose. Là, les Italiens, ils veulent sortir de l'euro. Les Italiens... Non, ils ne le disent pas, mais c'est insidieux. C'est insidieux. Non, on va peut-être les forcer à le dire, mais pour l'instant, ils ne le disent pas. La prochaine campagne sera claire. Oui, c'est ça. Les arguments, là, il y aura une clarification. Ça clarifie. Adélaïde, juste quelques réponses à notre question d'abord. Pensez-vous que l'Europe doit intervenir dans la situation politique italienne? 76% de non. Êtes-vous à répondre? Alan nous dit l'Europe intervient déjà alors qu'elle devrait laisser le peuple italien décider. Et Thibault, on a vu ce que la Grèce est devenue en restant dans l'Union européenne. Adélaïde. Alors, je ne suis pas une spécialiste de l'Italie, mais je rejoins Marc sur la question de savoir si l'Europe doit intervenir et sur les choix qui sont faits. Je pense que ce serait contre-productif parce qu'il ne faut pas perdre de vue que la situation politique actuelle, elle provient en grande partie du rapport qu'entretiennent les Italiens avec l'Europe et une espèce de mise à distance depuis quelques années qui est venue se nourrir notamment d'une déception par rapport à la question migratoire. Les Italiens se sont sentis assez abandonnés et ça, on le ressent de manière très claire dans l'Eurobaromètre qui est l'outil de référence de mesure des opinions européennes. On voit que sur les questions européenne, confiance dans les institutions, confiance dans l'Europe, confiance dans l'avenir de l'Union européenne, les Italiens sont
parmi les peuples d'Europe les plus pessimistes. Et il y a vraiment une mise à distance, avec les Français, vous avez raison, et les Grecs. Mais du coup, c'est vrai qu'aller dans cette voie, ça serait amplifier un phénomène qui est déjà à l'œuvre. Donc à ceci près que les Italiens ont beaucoup plus effectivement à pâtir de l'Union européenne que les Français, puisque si on prend simplement en termes de progression du PIB, donc de la richesse nationale, depuis le début des années 2000, 90, les traités de Maastricht, grosso modo, la France a vu son PIB, son PIB, sa richesse augmenter de près de 30%, quand celle des Italiens a augmenté que de 7%. Donc, 4 fois moins. Donc effectivement, on peut comprendre cette défiance des Italiens par rapport à l'Union européenne, qui leur a beaucoup moins apporté, pense-t-il, qu'elle n'a apporté à d'autres pays, à commencer par la France et l'Allemagne. Je trouve que Macron a fait une erreur politique d'apporter son soutien au président de la République dans ce déni de démocratie. Mattarella en disant qu'il... Parce qu'il se révèle aujourd'hui comme le seul avocat de cette Union européenne, qui est une Union européenne qui s'effondre, dont on voit les faiblesses à travers son autoritarisme. C'est très intéressant, parce que effectivement, alors les leçons extérieures, je vous rejoins, c'est contre-productif. Vous avez vu Bruno Le Maire la semaine dernière, qui du coup a donné... Qui s'est pris aussitôt une volée de bois vert. Meeting de Salvini. Et oui, et Salvini s'en est servi avec son comment on dit, mégaphone. Mais c'est aux Italiens eux-mêmes, par leur classe politique, la qualité de leur classe politique, par leurs médias, d'aller expliquer, de faire comprendre que ces deux formations-là n'ont peut-être rien à faire ensemble, à l'origine, entre ceux qui veulent baisser drastiquement les impôts et ceux qui veulent un revenu universel, mais quelle est la cohérence ? Ils se rassemblent à travers l'antisystème, qu'est-ce que vous voulez ? C'est le dénominateur commun qui risque de se consolider. Et pour Emmanuel Macron, pourquoi il est avec Mattarella ? Ce sera le coup d'envoi des élections européennes. On va être à l'automne. Ce sera le premier tempo, dans le tempo européen. Politique de l'année. Ce paysage-là donnera le coup d'envoi de la tonalité, de la coloration des futures élections européennes. Mais le rêve européen de Macron... Avec l'idée qu'Emmanuel Macron, regardez, vous avez un chaos là, prévisible, un chaos à l'œuvre. Regardez un cas pratique de populistes. C'est comme si le FN et les Insoumis chez nous étaient ensemble au gouvernement. Regardez-les et pensez un petit peu à ce que vous allez voter derrière. C'est ça le pari d'Emmanuel Macron. Donc effectivement, le pourrissement est plutôt, de son point de vue, le soutien à Mattarella était très politique et logique dans la perspective des élections européennes. Oui, mais vous voyez bien que dans votre raisonnement, vous vous écartez à chaque fois de la volonté des peuples et de la démocratie et des rôles de la démocratie. Donc vous vous enfermez dans un piège terrible. C'est pas parce que celui de Macron. Celui de Macron. Non, c'est pas le mien. Oui, non, mais bien sûr, mais vous faisiez l'interprète de cela. Mais vous êtes obligé dans ces cas-là de défendre des processus qui sont des processus qui refusent la démocratie. Et donc ce n'est pas jouable. Ou alors on change de régime. S'il respectait le souhait des peuples, ça se saurait. Mais précisément, je pense que les peuples aujourd'hui ont décidé de prendre la parole. Ils la font à travers des référendums, à travers l'Internet. Et je pense que cette arrogance qui est celle qui est visible à travers Macron, en l'occurrence, ou les commissaires européens, il y en a encore un autre aujourd'hui qui ont dit, parlant des Européens, on va leur apprendre à bien voter. En parlant des Italiens, on va leur apprendre à bien voter. C'est de l'huile qui est mise naturellement sur le feu et qui va naturellement... avoir les conséquences que l'on sait pour ceux qui redoutent la montée du populisme. On va écouter, on fait un peu d'autopromo pour Point de Vue. C'était hier dans l'émission Yves Tréhard, directeur adjoint de la rédaction, qui disait aussi aux Italiens de balayer un peu devant leur porte. On l'écoute. L'Italie va mal depuis 40 ans. D'abord, elle a été mise à mal par, on va le dire quand même, un système... C'est pas très agréable à entendre pour les Italiens, mais semi-mafieux. L'Italie a marché grâce à une économie parallèle qui représentait pas loin du tiers de son PIB. Et cette économie parallèle, elle l'a laissé faire. Enfin, sa classe politique l'a laissé faire. Les Italiens s'en accommodaient. Je ne dis pas que toute l'Italie était comme la Sicile, mais il y a quand même de ça. Une vérité bonne à dire. Et un système proportionnel qui conduit à notre 4e République, qui fait qu'on l'instabilité permanente. L'Italie a toujours été un laboratoire politique. Il faut regarder ça avec beaucoup d'intérêt, parce que c'est là que se préparent les nouvelles tendances politiques, de mon point de vue. Et cette montée du populisme, qui pour moi me passionne à regarder, et que je ne vois pas comme étant la montée d'un fascisme, comme on peut l'entendre. Au contraire, c'est vraiment la réveil d'une démocratie en pleine dynamique. Et je pense qu'il faut l'observer de très près en Italie, car elle risque de laboratoire de ce qui peut se passer ensuite. Un laboratoire politique, bien oui. Le Pen et Mélenchon ensemble. Non, c'est pas Le Pen et Mélenchon ensemble. Ça peut être, ça peut être. Non, le populisme, c'est d'abord une expression démocratique, encore une fois, et donc ça peut être également la droite, avec tous les. En tout cas, c'est le réveil d'un peuple, d'une frontière, d'une nation, d'une culture. Et donc, c'est plus des souverainistes que des populistes, me semble-t-il. Mais encore une fois, quel point commun à l'origine entre l'Italie du Nord et l'Italie du Sud. Non, entre 5 étoiles et Salvini. Voilà. Et d'ailleurs, ce n'est pas sur le refus du ça ne fait pas un programme. Ça fait pas un programme. Ce projet a été rejeté. La défense de l'euro ne fait pas un programme, mais le refus des migrants non plus.
Et la Ligue aussi a subitement, avant c'était Rome qui était... Le refus des migrants, si, ça fait des élections, ça en fait même partout. Ça en fait en Allemagne, ça en fait en Autriche, ça en fait en Pologne, ça en fait en Grande-Bretagne, ça en fait partout. On va passer, si vous le voulez bien, à notre 4e sujet. Alors là, il s'agit de la Turquie, un peu par interposition. C'est bien une tentative de coup de force qu'ont fait les partisans du président turc en France. Ils ont sommé des kiosquiers de retirer des affiches publicitaires du numéro de notre confrère Le Point, l'hebdomadaire qui s'interrogeait sur le dictateur Erdogan. Ça s'est passé au Pontet, près d'Avignon et à Valence, dans la Drôme. Trublions turcs se sont attirés les foudres d'Emmanuel Macron, qui a aussitôt tweeté sur la liberté de la presse, comme on va le voir. Il dit, Emmanuel Macron, la liberté de la presse n'a pas de prix, sans elle, c'est la dictature. C'est assez, vif comme réaction. Il a raison de monter au créneau, Yael Gault, sur ce sujet? Raison ou tort, je ne sais pas. Moi, comme journaliste, évidemment, je défends la liberté de la presse. Il est hors de question qu'on aille s'attaquer à un kiosque et défaire une une. On est le pays de la liberté de la presse, on n'y touche pas. Mais politiquement, ça participe de ce qu'on vient de dire sur l'Europe. C'est-à-dire que là, Emmanuel Macron, il prend à témoin l'opinion pour dire, regardez, il y a des pays pas loin de chez nous qui sont dans d'autres dérives autocratiques, autoritaires. Et voilà, moi je suis peut-être un rempart encore contre ça. Mais après moi, qu'est-ce qu'il y a? Ça participe de la même idée. Regardez l'Italie, regardez la Turquie. Et moi, je vous prémunis contre ça. Ça correspond à cette logique-là. Et puis après, c'est son fil conducteur depuis la campagne contre les fake news. Il y a un projet de loi en préparation, on le sait, pour l'automne-hiver. Ça ne va pas vraiment avec la liberté de la presse, les fake news. C'est plutôt une contradiction. Liberté d'opinion, liberté de la presse. Parce que ça va être les pouvoirs publics qui vont décider ce qui sera une mauvaise information ou une bonne information. Ça me paraît être quand même un retour plutôt à... Donc on dit de lui que c'est un homosexuel, il ne peut pas se défendre, et ça c'est la liberté de la presse? Vous n'êtes pas obligé d'être le censeur vous-même que si vous êtes un pouvoir politique. Si vraiment le pouvoir politique est le censeur, vous êtes dans une censure institutionnelle. Moi, ça me paraît très grave, parce qu'au contraire, ce projet de fake news. Et par contre, vous souscrivez à ce qu'il dit sur on ne s'attaque pas au kiosque ou pas? Oui, bien sûr, mais ça c'est une autre affaire. Mais en même sur cette affaire-là, je pense que le problème d'ailleurs est mal posé, parce que naturellement qu'il y a une atteinte à la liberté d'expression, mais ce que l'on voit, c'est pas tellement ceci qui est scandaleux, c'est de voir qu'un communautarisme s'est installé, mais c'est une vieille histoire, qui s'est installée dans la communauté turque, bien sûr, mais plus généralement dans la communauté musulmane, dont on ne cesse de dire qu'elle s'intègre, alors qu'elle ne s'intègre pas pour une partie d'entre elles. Et là, est-ce que c'est plus, à voir, mais de l'islamisme ou des partisans de l'AKP et du président Erdogan? C'est des partisans de l'AKP, mais quand vous écoutez Erdogan dit, parlant de l'assimilation est un crime contre l'humanité. Donc il fait passer ces messages à tous les Turcs qui sont exilés et les Turcs... Il y a un message politique, il y a des élections législatives anticipées en Turquie. Mais c'est tout à fait intolérable de voir que ces Turcs-là, c'est français, ils sont français avant d'être Turcs, se reconnaissent Turcs avant d'être français. Donc il faut aussi, à un moment donné, poser ces problèmes de double nationalité. Là, on va se rejoindre avec Yvan, je pense. Vous n'êtes pas obligé, hein? Parfois un peu quand même. On va se rejoindre parce que j'ai le souvenir de meeting qui avait été interdit au moment du référendum que Erdogan avait lancé, c'était au printemps 2017, si je ne m'abuse, qui avait été interdit dans beaucoup de pays européens, en Suisse, en Allemagne. Et par contre, nous, on l'avait accueilli. Il y avait le chef de la diplomatie turque qui était venu tenir meeting pour Erdogan à Strasbourg. Et voilà, moi, j'ai jamais vraiment compris pourquoi il y a effectivement sans doute des réseaux, des relais extrêmement puissants. Non, mais ces atteintes à la liberté d'expression ne sont pas communes simplement aux Turcs. Rappelez-vous quand même Charlie Hebdo et ce qui s'était passé avec cette une qui représentait les caricatures de Mahomet. Il y avait là aussi une atteinte à la liberté d'expression qui avait été intolérable pour une autre partie d'une autre communauté. Donc voilà, le problème est celui-ci. Ce n'est pas tellement de dénoncer l'atteinte à la liberté d'expression qui crève les yeux, bien sûr. Or, Macron ne s'y attaque pas. Une opinion sur cette façon d'arracher les affiches des kiosques? Oui, alors moi je me suis dit, qu'il faut regarder la vidéo dans son intégralité et au début... C'est pas arraché d'ailleurs, je dis bêtise, parce qu'ils ont demandé... Avec le maire frontiste, FN, ils mettent un autocollant publicité mensongère, mais de fait on ne peut pas lire la une. Oui, non, et puis là, c'est pas sur le même journal, parce que là, c'est l'Express à côté, où il y a une... Et après, il demande au kiosquier de retirer l'affiche du Point, parce que la une du Point est beaucoup plus violente que celle de l'Express, puisqu'il le traite de dictateur. Moi, je me suis dit, qu'est-ce que j'aurais fait à la place du kiosquier ?
Quand j'ai 25 mecs turcs qui sont excités à côté de moi, est-ce que je l'enlève ou pas? J'aurais très probablement fait pareil. Il ne l'a pas enlevé, il a fait venir l'employé de Mediakiosque qui est venu de Marseille pour lui qui a fini par enlever le CD. Adélaïde. Oui, d'ailleurs, le directeur de la rédaction du Point a interpellé Mediakiosque, en disant mais est-ce que c'est normal Non, j'ai pas grand-chose à dire, si ce n'est qu'effectivement, pour moi, la question ne se pose même pas de savoir s'il fallait ou pas retirer les affiches, parce que la question de la liberté d'expression, elle est fondamentale. Mais j'essaie de regarder s'il y avait des données d'opinion sur le sujet. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en France, on est pourtant en France, c'est pas une évidence pour l'opinion que la liberté d'expression, elle est totale et que la presse est totalement libre, puisqu'on a 2 tiers des Français qui nous disent oui, la presse est libre en France, mais seulement 15% tout à fait. Donc il y a quand même effectivement le sentiment d'une menace qui peut peser sur la liberté d'expression, menace qui vient d'abord, Yvan l'a rappelé, du terrorisme et ensuite de pression politique potentielle, comme c'est le cas ici. Et en revanche, à la question de savoir qui sont les meilleurs garde-fous pour protéger la liberté d'expression en France, les citoyens n'attendent pas que ce soit le pouvoir politique qui intervienne, mais ils disent c'est nous-mêmes, nous les citoyens, les associations, les journalistes, mais c'est pas Emmanuel Macron donc qui a là, la presse n'a pas trop mauvaise presse, en l'occurrence. Non, elle n'a pas mauvaise presse. Moi, je trouve en plus ce qui est dangereux, c'est que là, c'est le cas avec Erdogan et une affiche sur le fait qu'il soit dictateur. Combien de unes de la presse française a-t-on fait sur des politiques français avec cet homme est-il dangereux, Nicolas Sarkozy, qu'est-ce qu'il a pris comme une négative? Est-ce qu'il fallait à ce moment-là qu'un groupe de pression politique demande à ce qu'on les retire une parce que ça ne nous plaisait pas? Je pense qu'au-delà de l'aspect turc, des relations internationales, du jeu d'Emmanuel Macron en sauveur de l'humanité par rapport aux dictatures ou aux non-démocraties, je pense que ça pose aussi des questions par rapport à nos propres turpitudes en France et aux dérives que ça pourrait engendrer sur nos politiques françaises. C'est-à-dire quoi? Vous voulez qu'on aille vers une autocensure, c'est ce que vous dites? Non, je dis que ça pose la question que si on le fait pour un dirigeant étranger, qu'est-ce qui nous empêche de le faire après pour un dirigeant national? Mais on ne s'en prive pas, oui. Non, là, ce que cela montre, c'est qu'en effet, Erdogan est bien une dictature, et parce que cette dictature a été comprise comme ça par ses soutiens. Oui, Et Johan nous fait une remarque concrète. On attend quoi pour les arrêter, visant effectivement ces personnes qui se sont attroupées autour des kiosques en question? Ils n'ont pas commis de délit. Ils n'ont pas commis de délit. On doit pouvoir trouver une qualification. Il peut y avoir quand même une atteinte à l'ordre public. À minima. Merci à tous les 4. Merci à vous de nous avoir suivis et rendez-vous demain pour un nouveau point de vue présenté par Guillaume Roquette.